Un invité spécial ce dimanche, nous avons l'immense honneur de recevoir Papa Amadou Sarr. Papa Amadou Sarr est le délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, une structure dotée de 30 milliards CFA pour financer, on l'a dit, les femmes et les jeunes au Sénégal, une structure qui a démarré effectivement ses activités il y a un an tout pile, puisque c'était le 8 mars 2018. Date tout à fait symbolique, nous allons en parler longuement d'ailleurs au cours de cette interview. Une présentation rapide, Papa Amadou Sarr. Avant la DER, vous avez été directeur général des services financiers, conseiller technique du ministère de l'économie entre avril 2015 et décembre 2017, ancien gouverneur suppléant du Sénégal auprès de la BAD, la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Papa Amadou Sarr a également été PCA du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Vous êtes également, bien sûr, passé par l'étranger. Nous allons nous arrêter parce que ça va être important pour cette interview. Nous allons nous arrêter sur votre séjour américain parce que vous avez été responsable du programme pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous êtes également passé, on le précise rapidement, au sein de l'OCDE à Paris, bien sûr, en France. Un style de management particulier, spontané et pragmatique. L'admiration d'ailleurs, Papa Amadou Sarr, on va voir ça tout de suite, de votre patron, le président Macky Sall, réélu récemment. Macky Sall qui disait ceci à votre endroit: nous sommes samedi 24 novembre à Diamniadio. Écoutez. C'est une équipe jeune qui a été dynamique sous la conduite de votre très remuant délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Pape Sarr. Il ne faut pas lui en vouloir puisque c'est ça la nouvelle génération. C'est-à-dire d'abord c'est une culture anglo-saxonne qui est très différente de la culture latine classique. Mais grâce en tout cas à ce style de management, il a su intéresser une jeunesse dynamique, très bien formée et qui a été très engagée. Je vous ai suivi dans les profondeurs du Sénégal. Un commentaire, Papa Amadou Sarr, après vous avoir remercié bien sûr pour avoir accepté notre invitation. Un commentaire après ces propos du chef de l'État. Merci Ousmane et à toute l'équipe de ITV pour cette invitation. iRadio aussi. iRadio aussi. Et par rapport aux commentaires du chef de l'État, je ne peux que m'en réjouir à mon titre personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe qui m'accompagne pour cette exaltante aventure que le chef de l'État, le président Macky Sall, a eu la vision et la générosité de nous confier. Il y a de cela un an, comme vous l'avez dit, nous avons commencé nos activités très exactement le 8 mars 2018 et il a fallu travailler très dur, matin et soir, jour et nuit. Il nous est arrivé de travailler des fois jusqu'à 4 heures du matin en comité d'investissement, ici à Dakar, mais aussi dans les régions. Et tout cela avec une équipe jeune, motivée, avec une moyenne d'âge de 30-32 ans, composée d'ingénieurs, de banquiers, de financiers, de juristes, d'économistes, de statisticiens, avec presque, je dirais, 40 à 50% qui sont originaires ou venus de la diaspora accompagner notre travail. Cela aussi a été facilité par le travail que nous avons eu à faire avec nos partenaires au niveau, je dirais, national, mais aussi international, notamment les banques, BND, CMS, PAMECA, CNCS, que je remercie au passage. Et nous avons pu avoir ces résultats concrets aujourd'hui avec 30 milliards de francs CFA investis dans l'économie sénégalaise en moins d'une année grâce à la souplesse que nous avons eu à mettre en place en termes de procédure, en termes de transparence, en termes de collecte de dossiers, de traitement digitalisé, mais aussi en termes de paiement sous forme bancaire, en termes d'accompagnement, de renforcement des capacités. Cela a fallu mettre en place une alchimie qui, heureusement, a pris d'ailleurs, comme le chef de l'État l'a dit, c'est une façon anglo-saxonne de travailler et qui est différente de la façon latine. Effectivement, nous sommes mis à l'idée que nous sommes une équipe jeune, dynamique, proactive. Nous ne sommes pas là pour
les paperasses, les procédures administratives infinissables. Tout ce qui nous intéresse... Parce qu'il y en a trop au Sénégal, trop de paperasse et trop de protocoles aussi. Malheureusement, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? À mon avis, il faudrait revoir la manière par laquelle nous travaillons en termes d'administration, de courrier, mais aussi en termes de traitement de dossiers d'un service à l'autre, d'un ministère à l'autre, le courrier écrit déjà, papier signé qui part. Aujourd'hui, avec l'outil informatique, on a la possibilité de dématérialiser toutes les procédures, de la réception du courrier à la sortie. Tout s'est fait par signature électronique. Tu es chez toi à minuit, tu signes, tu autorises un courrier, tu autorises un paiement, tu autorises un versement. Tu n'as pas besoin de revenir de Dakar, de Paris ou de Tambacounda pour pouvoir signer un courrier dans ton bureau. Tout se fait automatiquement et cela nous a beaucoup aidé. Et aussi, la décision est prise aussi en interne par les directeurs, les chefs de cellule que je capacite, que je renforce, en qui j'ai entièrement confiance, qui dirigent leurs équipes, c'est-à-dire une gestion déléguée du travail, du risque aussi, et de la responsabilisation des équipes. Donc c'est un tout qu'on a mis en place. Vous avez vu comment nous travaillons en open space. Chacun est là vis-à-vis de l'autre. La direction des opérations en face de la direction des investissements, la cellule de partenariat avec la cellule de communication qui travaille avec la cellule juridique, mais aussi la direction des études qui travaille avec la cellule de planification et des suivis évaluation, tous en une seule équipe, 100 personnes en temps réel, en flux tendu, mais aussi 50 à 100 autres personnes à qui on fait appel pour informatiser, saisir les dossiers, les traiter, nous les transmettre pour décision en comité d'investissement ici que je préside, et puis qu'on transmet aux banques pour les paiements. C'est l'entrepreneuriat rapide en fait. Exactement. On y est. Exactement. Parce que le chef de l'État, quand il m'a nommé, il m'a dit « Je veux que vous puissiez rapidement financer les jeunes et femmes de ces pays qui ont un génie créateur mais qui n'ont pas les moyens financiers. Je ne veux pas de procédures lentes. Je ne veux pas de complications, de garanties à ne pas finir. Vous demandez dans le marché classique, au niveau des banques, mais aussi de l'État, les paperasses ou les papiers qu'on demande sont souvent compliqués. Donc, de grâce, je vous demande de mettre en place des procédures simplifiées. Simplifier ne veut pas dire des procédures qui n'existent pas. Et nous avons eu à travailler pendant 3 mois à mettre en place un manuel de procédure qui permet de sécuriser l'investissement que nous faisons auprès de ces jeunes et de ces femmes pour essayer de tirer le maximum que nous pouvons de ces bénéficiaires et d'avoir un retour sur investissement sur nos milliards que nous investissons. Nous avons reçu dernièrement le patron, ou l'un des patrons, parce qu'ils sont 2, que vous connaissez très bien, de Partech Africa, Tidjane Dème, oui, ancien patron de Google Afrique francophone. Oui. Quelle est la différence pour nos auditeurs et nos téléspectateurs? Quelle est la différence entre le fonds de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, et d'autres fonds comme ceux de Tidjane Dème, de Teranga Capital et les autres? Très bonne question. Tidjane et moi, nous nous connaissons. Nous avons eu à discuter à 2 reprises, et aussi Marem Diop de Orange Digital Venture. Je leur ai dit, écoutez les gars, vous avez un fonds qui est très important. Venez, on fait un partenariat, on travaille ensemble. Il se trouve que les start-upers ou les PME qui vont les voir, qui cherchent des financements, se plaignent souvent de la lenteur des procédures, de la due diligence qui est en train d'être faite. Et de la sévérité des critères aussi. Et la sévérité des critères aussi. Tout en sachant que nous aussi, nous avons mis en place des critères très sévères. On a une équipe de banquiers. C'est quoi les critères d'ailleurs chez vous? Voilà, les critères chez nous, d'abord il faut être sénégalais, avoir la nationalité sénégalaise, avoir un projet bancable, bon, avoir le certificat de résidence, faire une demande de projet qu'on dépose chez nous, ou chez le gouverneur, ou chez le préfet qui nous est transmis. Et après étude du dossier en interne, on convoque le bénéficiaire pour qu'il fasse un pitch dans le cadre du numérique et essayer de convaincre un comité d'investissement qui est mis en place en interne, que je préside moi-même, avec la direction des opérations, la direction des investissements, mais pour la transparence et la technicité, nous avons invité à ce comité d'investissement des partenaires techniques et financiers locaux, notamment Teranga Capital, avec Olivier Furdel, Pape Demba Diallo du Fonds 6, qui était le patron de Orange Business Service. Exact. Et le secrétaire général, je dirais le président de Optique, Antoine Gomme, qui se fait représenter souvent par M. Nyox, et il est arrivé qu'on ait des... Eugène Nyox, secrétaire permanent. Exactement.
il est arrivé qu'on ait eu aussi des gens de l'ambassade de France et de l'AFD qui ont participé à ces comités. Et c'est comme un fonds d'investissement. Le dossier entre. Il y a le gestionnaire de portefeuille qui recueille le dossier, qui fait la due diligence, qui demande tous les dossiers qui sont prérequis, qui fait un entretien préalable avec les bénéficiaires, qui identifie les besoins financiers, les besoins matériels et un accompagnement et un renforcement des capacités. Ensuite, on soumet ce projet en comité technique qui est composé d'un ingénieur en informatique, un centralien, plus les banquiers, avec notre service juridique pour la due diligence juridique, nos auditeurs pour la due diligence qui concerne la partie audit, la valorisation des actifs. Là, on parle du cas où on a eu à faire plusieurs cas de prise de participation, ou ce qu'on appelle aussi equity en anglais. Et pour ces dossiers, nous avons eu à faire cela en temps record, en moins de 2 mois, là où des banques classiques ou des fonds classiques le font en 6 mois, voire 1 an. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. En une année, nous avons pu financer 45 startups pour 1,50 milliard de francs CFA. Et c'est des startups de la place qui sont bien connues. On parle de Ion dans le domaine de la santé, Firefly dans le domaine de la publicité, l'Africa Mobile dans le domaine des télécoms, mais aussi dans le domaine de la santé, WeCarry aussi, de la logistique, et PAPS et Awalebiz, etc. Des entreprises que vous connaissez très bien, à qui nous avons eu à octroyer des financements allant jusqu'à 100 000 euros, de 10 millions à 65 millions de francs CFA pour la première phase, qu'on appelle communément pré-seed ou seed selon. Et notre objectif, c'est, pour cette année 2019, d'aller à tout ce qu'on appelle communément appelé, comment vous appelez ça encore, les lions, les startups et les séries A. Donc on veut aller jusqu'à 300 millions, voire 500 millions, s'il le faut, pour les startups sénégalaises qui vont à l'assaut du marché ouest-africain ou international. C'est là où j'ai appelé mon ami et frère Tidiane et Mariam pour leur dire, venez, on travaille ensemble. Peut-être qu'il y a une partie de risque que vous ne pouvez pas prendre. Nous, on le prend, on l'a déjà pris avec ces structures qui n'avaient pas accès au financement bancaire classique. Il y en a une ou deux, WeCarry également et Firefly, qui sont en études ou qui ont eu des accompagnements financiers des terrains à capital. Mais pour la plupart, les 45 ou les 50 ou 100 qui restent, ils n'avaient pas d'accompagnement financier. Les banques leur demandaient toutes sortes de garanties. Et nous avons pris le pari avec l'accompagnement et l'accord du chef de l'État de mettre 1 milliard dans la première année. Et comme vous le savez, le président a triplé ce montant pour 2019 et nous allons toucher plus de startups à partir de cette année. Oui, le montant qui passe de 1 milliard à 3 milliards, effectivement, depuis l'annonce faite par le chef de l'État le 24 novembre dernier à Diamniadio. Mais si on sort rapidement, M. Sarr, du monde de la tech, quel est l'appui que vous apportez aux autres acteurs? Parce qu'il n'y a pas que des acteurs de la tech, oui. Il faut le préciser. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que nous avons financé pour exactement presque 27 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise en une année. Et nous avons financé pour presque 6 milliards des projets, ce qu'on appelle la structuration des chaînes de valeur. Nous avons aussi financé pour 7 milliards, plus de 1500 projets de très petites et moyennes entreprises dans les secteurs prioritaires du PSE. C'est l'agriculture, avec l'horticulture à l'intérieur, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est l'artisanat, c'est la culture, c'est le tourisme, c'est le transport, en plus de l'économie numérique. Et tout cela pour un montant global de combien pour aider un peu le téléspectateur et l'auditeur à comprendre facilement? Nous avons financé très exactement presque 30 milliards, aux alentours de 29 milliards 500 millions de francs CFA. Il nous reste un petit reliquat que nous allons sortir bientôt. Presque le montant total de votre fonds qui est fixé à 30 milliards. Exactement. Donc ce qui est important à savoir, c'est que les 30 milliards de francs CFA que le chef de l'État a octroyé pour le financement des jeunes et des femmes, c'est l'entièreté du fonds pour le financement. Si ça ne comprend pas le fonctionnement qui est à part. Et le remboursement se fait comment? Le remboursement se fait comme dans les banques classiques. Ce que nous avons mis en place, c'est inédit dans le sens où nous avons, en tant qu'État, travaillé, noué des partenariats avec les banques de la place et les institutions de microfinance chez qui nous déposons nos ressources. Et nous analysons nous-mêmes les dossiers en interne avec mes gestionnaires de portefeuille, des analystes financiers
qui sont des banquiers, Bac plus 5 minimum, des masters de finance des écoles de Dakar ou de Paris ou de Londres, qui étudient les dossiers, qui les transmettent aux banques pour procéder au paiement. Car les banques ne prenant pas assez de risques sur ces startups ou ces PME, par défaut de garantie ou par défaut d'apport, l'État sénégalais se positionne comme un État volontariste qui accompagne les entrepreneurs parce que soucieux du développement du secteur privé et de l'entrepreneuriat pour la création d'emplois et de richesses. Et c'est pour cela que le chef de l'État a mis en place ce fonds pour accompagner ces jeunes et ces femmes. Le financement se fait sous des critères simplifiés, rapides et progressifs. C'est-à-dire, nous ne demandons pas toutes sortes de papiers qui va compliquer davantage l'octroi de la dette. Nous demandons le minimum de garanties. Si c'est un projet individuel, nous mettons en place le financement sous forme d'investissement et de besoins en fonds de roulement. Pour l'investissement, nous achetons nous-mêmes le matériel. Par exemple, quelqu'un qui nous dit qu'il veut faire un studio de vidéo, etc. Nous achetons des caméras. Et si ça ne marche pas, ce qu'on ne souhaite pas, vous lui reprenez ce matériel? Absolument. Justement, c'est là où on a la garantie, ou la caution, ou si vous voulez, nous gageons le matériel. Si la personne ne paye pas, on récupère le matériel, on met dans un stock et on prête à quelqu'un d'autre. Et l'autre partie qui concerne le fonds de roulement est libérée de façon périodique en fonction des besoins et des appels de fonds qui sont effectués, pour éviter tout simplement le détournement d'objectifs. Parce que si aujourd'hui, Ousmane, je vous prête 50 millions pour faire un studio, demain vous avez un autre projet, vous avez un problème, vous utilisez ces ressources pour cela, je ne peux pas recouvrer. Donc à mettre en place ce dispositif en partenariat avec la banque, le fournisseur, le client, nous sommes sûrs de l'utilisation des ressources pour les besoins pour lesquels les ressources ont été empruntées. À titre d'exemple, pour le numérique, Thierno Saro, qui s'occupe du portefeuille, travaille avec les bénéficiaires de leurs 65 millions, Payol par exemple, et en chaque étape, Thierno se rapproche de la banque pour vérifier de la véracité de la facture, du matériel acheté, et le deuxième décaissement suit, ainsi de suite. Le contrôle est là donc? Le contrôle est là. C'est le suivi permanent. Parce qu'il faudrait s'assurer, comme je l'ai dit, que la personne qui a emprunté 50 ou 100 millions à la DER utilise ses ressources pour cela et nous assurer de toutes les garanties que ces ressources seront remboursées. En plus de ce contrôle qui n'est pas du tout policier, c'est un contrôle de conformité, c'est un contrôle pour nous assurer que l'entrepreneur est développé. On a aussi l'accompagnement technique, la formation, le renforcement des capacités. Et aussi, on paye même des fois des frais de séjour à Paris, à la Silicon Valley ou dans d'autres trucs pour l'agriculture, au salon de l'agriculture, pour que ces bénéficiaires des financements de l'ADER puissent aller se frotter à d'autres entrepreneurs africains ou mondiaux. Vous existez depuis 1 an. Est-ce qu'il y a eu des impairs également? C'est tout à fait normal pour une nouvelle structure qui vient d'être créée. Il y en a eu d'abord? Il y en a eu des Ça dépend impairs? ce que vous appelez impair. À mon des avis, choses qui n'ont pas marché côté start-up comme de votre côté par exemple? Sur les startups, je peux toucher du bois. Je pense que tout le processus a été maîtrisé du début à la fin. Les personnes sont à un niveau de décaissement avoisinant 60-70% pour le numérique. Pour les autres secteurs de l'agriculture, élevage, pêche aussi, ça suit son cours. Il est arrivé qu'on nous signale par-ci, par-là, une personne qui doit rembourser, qui dit qu'il veut un délai supplémentaire et qu'elle veut un délai supplémentaire ou pas. Et nous regardons les dossiers au cas par cas. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un impair, mais peut-être une insatisfaction dans le sens où nous avons pour près de 360 000 demandes que nous n'avons pas pu satisfaire pour la première année. On a pu satisfaire environ 180 000 et nous espérons avoir des ressources supplémentaires pour pouvoir répondre à ces besoins. Et qu'en est-il des délais? Les délais de paiement dépendent des secteurs. Par exemple, pour le numérique, oui. Exactement, on est sous une longue période, de minimum 5 ans. Parce que c'est de la prise de participation, c'est de l'equity, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des startups qui viennent d'être créées, qui ont besoin d'accompagnement, et on les pouponne jusqu'à ce qu'elles grandissent et qu'elles puissent rembourser. Il y en a qui ont voulu de la dette sur 1 an, 2 ans, 3 ans. À eux aussi, on leur a fait des prêts selon ces échéances. Et en plus de cela, nous avons des délais de grâce qui leur permettent de souffler 3 mois, 6 mois
surtout pour l'agriculture, l'élevage, l'embouche bovine, l'aviculture, des gens qui ont besoin d'acheter des poussins, de les faire grandir ou des bœufs, etc., des moutons. Et après, le temps de la maturation pour nous rembourser, nous leur laissons 3 à 6 mois. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Papa Amadou Sarr, la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, ne fait pas que dans le financement, elle fait aussi dans l'accompagnement, l'incubation, pour utiliser le terme qu'il faut. Aujourd'hui, vous nous annoncez la prochaine mise en place d'un incubateur à Dakar, le Dakar Incubator, si je ne me trompe, qui devrait donc, disons, être mis en place rapidement à Mermoz dans quelques mois maintenant. Est-ce qu'il fallait aller vers la mise en place de cet incubateur ou il fallait renforcer les incubateurs déjà existants? On a CETIC Dakar, on peut le dire comme ça, Jocolabs. Je m'attendais à cette question. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit profondément à ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. Il m'est arrivé de visiter certains de ces espaces d'incubation, d'accélération ou d'accompagnement, comme vous dites à Dakar, mais je n'ai pas été satisfait de ce qu'il y a sur place. Parce que j'estime que le Sénégal est à un niveau où on doit pouvoir avoir des réceptacles dignes de la Silicon Valley ou de Station F à Paris, ou celui qui est à Marseille, The Camp, ou de ceux qui sont en Afrique du Sud, etc. Mais parce qu'il n'y a pas eu peut-être un accompagnement conséquent de l'État, l'État dont vous êtes parti, Papa Amadou Sarr, dont vous faites partie. C'est pourquoi j'en viens. L'État doit mettre en place les aspects réglementaires, l'écosystème. L'État, a priori, pour ces structures des pays dont j'ai mentionné, c'est le privé qui a pris l'initiative de le faire. Et moi, quand j'ai été nommé à ces postes, je me suis dit, je vais mettre en place un écosystème en partenariat avec les acteurs existants. J'ai été voir ce que vous avez dit, CETIC, Jocolab, Impact Dakar, pour ne nommer que cela. Mais ce que je souhaite pour l'écosystème sénégalais, pour les start-upers sénégalais, les entrepreneurs sénégalais, je ne l'ai pas encore vu ici sur la place à Dakar. Sur le plan technique, sur le plan de l'accompagnement, sur le plan du financement. Mais au-delà, sur le plan de l'espace. C'est des structures qui sont dans des maisons ou dans des appartements qui sont à l'étroit, qui sont exigus. Nous voulons mettre en place aussi une Fab Lab avec des machines de découpage au laser, comme mes amis me disent, des imprimantes 3D, où il y aura l'intelligence artificielle, la technologie blockchain, etc., etc. Nous avons des ingénieurs en agriculture, en élevage, en pêche, en santé, en fintech, qui vont avoir des labos pour pouvoir accompagner les start-upers pour développer leurs produits, pour faire le merchandising de ce produit et pour trouver des marchés, des débouchés pour les vendre. En plus de cela, Ousmane, nous allons avoir des salles de réunion multifonctionnelles, des salles de conférence, un amphithéâtre, des bureaux privés pour des entreprises qui vont venir travailler là-bas. On va avoir des banques qui vont être là sur la place avec eux. On va avoir la poste, on va avoir des cafés, je ne vais pas dire le nom, de ces structures qui vont être là pour que tout l'environnement soit mis en place. Un espace de sport, des restaurants, mais aussi un espace de garderie d'enfants pour que les gens puissent laisser leurs enfants là-bas aller travailler. C'est ce qu'on veut mettre en place. Pour un sur montant de combien ? 10, on est en train de travailler sur entre 3 et 5 milliards de francs CFA d'investissement pour cet écosystème. Ce n'est pas peu par rapport... Mais c'est une première partie. Parce que nous avons les banques, les venture capitalistes, les corporates, nous sommes en train de discuter avec certaines qui seront sur place et peut-être que le projet sera d'envergure plus intéressante. Pour le moment, on parle d'un R+8, voire R+10 pour pouvoir mettre en place toutes ces structures. Aujourd'hui, l'espace d'incubation le plus grand ici, c'est CETIC. Ils ont combien de niveaux? R+1. Oui, mais ils seront bientôt à Diamniadio, vous le savez. CETIC sera à Diamniadio. Oui. Mais très bien. C'est peut-être dans le cadre du parc technologique. On va avoir une extension de ces locaux à Diamniadio, ville du futur. Et dans le cadre du nouveau parc des technologies numériques de Diamniadio. Voilà, que je suis aussi. Le responsable de ce parc technologique numérique, Bassirouba, était chez moi avant, comme chef de programme numérique, avec qui nous avons travaillé, nous avons réfléchi. Mais le parc technologie numérique de Diamniadio n'a rien à voir avec l'espace d'incubation que nous voulons mettre en place. C'est un parc
où on peut héberger les grandes entreprises, la technologie, le data center, le supercalculateur, etc., etc. Nous, ce qu'on met en place, c'est un espace de coworking, de travail et d'accès à de la donnée, mais aussi d'accès à des outils performants. Comme j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est la technologie blockchain ou intelligence artificielle, nous voulons que ces jeunes et ces femmes n'aient plus à aller à la Silicon Valley, à Paris ou à Marseille ou à Casa pour avoir accès à ces outils et ces ordinateurs puissants. Nous voulons que ces outils soient à la disposition des Sénégalaises et Sénégalais ici à Dakar et qu'ils puissent les utiliser pour faire leur recherche et développement, pour faire leurs applicatifs, pour développer leurs applications, mais aussi pour développer de nouveaux produits, aller à la conquête du marché. Par exemple, tu prends un Sensoft ou un Bontou que tu prends, que tu incubes, tu finances autour de 100-200 millions pour aller gagner des marchés à Côte d'Ivoire. Tu prends un Ion pour aller mettre en place tout un dispositif de santé digitale au Cameroun, à Conakry, que nous accompagnons à 300 ou 400 millions. Mais un Ion, un Firefly, tout seul dans son bureau, n'a pas la capacité de faire tous ces investissements. Nous voulons mettre en place tous ces investissements collectifs qui est le bâtiment, on parlait de la construction, mais on n'a pas factorisé encore le coût du matériel qui sera dedans. Et vous en êtes où d'ailleurs par rapport à la mise en place? On a commencé les terrassements, c'est cassé, les plans architecturaux sont terminés, nous sommes aux études de sol et je pense que je donne rendez-vous à la mi-2020 pour ne pas être très pessimiste, pour pouvoir avoir le projet de Dakar Innovation Center ou Dakar Innovation Hub sur pied. Mi-2020 au plus tard, c'est ce que j'ai compris? Inch'Allah. Et pourquoi pas maintenant, Papa Amadou Sarr, aller au-delà de ça? Est-ce que le Sénégal ne peut pas arriver aujourd'hui à connecter ces jeunes avec les géants de la tech, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, pour qu'on ait par exemple des événements internationaux qui se passent à Dakar? On a le Dakar Digital Show, mais on peut faire mieux le Dakar Digital Show que vous connaissez très bien. Je suis d'accord. C'est-à-dire notre objectif, dès 2019-2020, de pouvoir accueillir des événements intéressants qui se passent à la Silicon Valley ou Vivatech à Paris, où je suis heureux de l'annoncer aussi que nous allons accompagner une dizaine de startups sénégalaises avec le pavillon Sénégal à Paris, en mai, pour Vivatech, pour que les jeunes Sénégalaises et Sénégalais y soient, représenter l'image du Sénégal et la tech sénégalaise. Et Dakar pourrait abriter des sommets internationaux sur le numérique. C'est d'ailleurs l'idée de la création de ce forum annuel que le président a mis en place depuis l'année dernière. Et le financement pour l'innovation et l'économie numérique a triplé de 1 milliard à 3 milliards sous forme d'un fonds de 15 milliards de francs CFA pour le fonds de soutien au numérique que nous avons l'honneur d'administrer. Et nous sommes sûrs qu'en partenariat avec les banques et les autres structures, ce fonds pourra être triplé ou quadruplé dans les 3 prochaines années à venir. Forum que j'ai eu l'immense honneur de modérer le 15 mars 2018 à Diamniadio. Ouais. Mais ce qui ressort de mes échanges avec beaucoup d'acteurs, c'est que ce n'est pas un forum qui est ouvert à tout le monde. Certains ont l'impression d'être laissés sur le carreau. Vous répondez quoi? Je réponds que c'était une première. Rien n'est parfait. J'ai fait partie du comité de pilotage qui a organisé le forum. Nous avons contacté les plus en vue sur le marché sénégalais. Et pour la deuxième phase, nous élargissons le partenariat et tous les acteurs seront invités à participer, à faire montre de leur génie et de leur talent. Rapidement, avant d'aller à la pause, Papa Amadou Sarr, c'est par rapport à ce fonds, évidemment, votre fonds, c'est 30 milliards, mais on sait que depuis le samedi 24 novembre 2018, que le chef de l'État a promis d'aller au-delà, pourquoi pas 100 milliards, avait-il dit, avec le possible appui de la Banque mondiale. Quel est aujourd'hui le plaidoyer de la DR auprès de la présidence de la République pour effectivement aller vers ce montant-là, 100 milliards? Je ne peux que m'en réjouir. C'est une promesse du président de la République. Et un président tient ses promesses. Et je suis sûr qu'on aurait nos 100 milliards très rapidement pour financer les jeunes et les femmes qui ont demandé pour plus de 200 à 300 milliards. E-Tech spécial interview exclusive avec le délégué général de la DR, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr, qui nous fait l'honneur et l'amitié de répondre à notre invitation ce dimanche sur ITV, mais également iRadio. Papa Amadou Sarr, nous avons parlé de beaucoup de choses, les critères de rentabilité,
de financement de la DER et d'autres sujets. Nous allons aborder les perspectives. On l'a dit il y a 30 minutes sur e-radio. On sait que bien sûr, après un an d'existence, la DER qui célèbre sa première année ce 8 mars, après un an d'existence, la DER a envie sûrement de redoubler d'efforts. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour toujours satisfaire nos startups et au-delà de nos startups, nos acteurs économiques globalement? Alors, merci Ousmane. Pour la deuxième phase, exactement, je vais vous donner les chiffres, comme vous avez dit, ce qui est devenu la DER un an après sa création. Très exactement, comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu à financer 6 programmes structurants qui ont touché environ 54 000 bénéficiaires pour 7 milliards de francs, 6 milliards de francs CFA, autant pour moi. Nous avons aussi financé pour 1513 petites et moyennes entreprises pour 52 000 bénéficiaires pour 7,200 millions de francs CFA. Nous avons également financé pour 76 000 bénéficiaires pour des financements qu'on appelle autonomisation économique des femmes et des jeunes pour un montant global de 17 milliards de francs CFA qui va de 100 000 à 500 000 francs. Et nous avons touché 75 000 personnes. Nous avons eu à ouvrir plus de 60 000 comptes bancaires. Et en moins d'un an, nous avons dépensé, comme je l'ai dit, presque 30 milliards de francs CFA pour 180 000 bénéficiaires. On ne s'arrête pas là. Par souci d'équité territoriale et d'inclusion sociale, comme le veut le chef de l'État, le président Macky Sall, nous avons financé les 14 régions du Sénégal. Nous avons financé les 45 départements et nous avons financé 549 communes sur les 552 communes que compte le Sénégal. Et en plus de cela, comme je le disais tout à l'heure, nous avons fait des actions de renforcement des capacités de formation et d'accompagnement. Et bonne nouvelle aussi pour les femmes, nous avons été créés le 8 mars. On est le 8 mars. Nous avons touché... C'était fait à dessein d'ailleurs le lancement au 8 mars? Justement, parce que quand on a fait la cartographie du fonds, nous nous sommes rendus compte que plus de la moitié va concerner les femmes. Parce que nous avons fait une discrimination positive en faveur des femmes, dans le sens où pour les femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Et pour les hommes, il y a une limite d'âge symbolique jusqu'à 40 ans. Donc, au résultat, 70% des financements, des 30 milliards que nous avons octroyés pour l'économie sénégalaise sont affectés à des femmes. Cela est important pour célébrer la femme. Et nous avons financé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets structurants dans plusieurs domaines, que ce soit le transport avec le renouvellement des tricycles par les Jakarta, les camions frigorifiques, pour presque une soixantaine, on va passer à 100, voire 200, pour renouveler la flotte des camions frigorifiques des marailleurs. Nous avons financé les marchands ambulants dans le domaine du commerce et de l'agriculture. Nous avons financé l'ONCAV à hauteur de 500 millions pour les associations sportives et culturelles qu'on appelle un ASC, un projet. Nous avons financé des projets dans des domaines très importants de notre économie, l'agriculture, le riz dans la vallée du fleuve Sénégal, avec un réseau de femmes qu'on appelle le REFAN, le réseau de femmes du Nord, pour presque 300 millions. Nous avons aussi financé une unité de riz, une rizerie, pour presque 300 millions de francs CFA en partenariat avec la CNCAS. Nous avons financé l'élevage avec la production laitière pour presque 500 millions en cofinancement avec la laiterie du Berger. Nous sommes en train de terminer un projet d'aviculture pour 1 milliard en partenariat avec la Sédiment. Nous avons un cofinancement avec le Women Investment Club, qui est un fonds d'investissement de femmes dédié exclusivement aux femmes, pour qui nous avons mis un capital de 500 millions pour accompagner ces entreprises. Et à cela, comme je le disais tout à l'heure, s'ajoute le nombre d'entreprises que nous avons formalisées, parce que l'objectif aussi, c'est de créer de la valeur à travers la formalisation de notre économie. Nous avions beaucoup d'entreprises informelles. Aujourd'hui, nous avons eu à formaliser 489 structures au cours de ces 8 derniers mois. Parce qu'il faut être formel d'ailleurs pour avoir des financements, n'est-ce pas? Oui, les financements qui dépassent les 500 000, on est obligé d'être formel, soit une entreprise individuelle, un GIE, une coopérative ou une SARL, SA, etc., etc. Et nous avons mis en place un système avec Gaïndé et les tribunaux de grande instance et les chambres de commerce et d'industrie au niveau national pour faciliter la formalisation de ces entreprises à travers l'obtention du registre de commerce et du NINEA à travers un guichet unique. Et nous allons même digitaliser ça. Vous pourrez rester chez vous, faire votre demande et vous allez avoir tous vos papiers en 24 heures. C'est quelque chose qu'on est en train de faire avec Gaïndé et l'APIX. Et au résultat final, Dakar à la part belle,
beaucoup de personnes me demandent pourquoi, mais Dakar... Oui, mais pourquoi justement? Parce qu'en termes de population, Dakar fait plus de 4 millions d'habitants. Si on prend la taille de la population de Dakar, c'est normal que Dakar ait plus que les autres régions. À titre d'exemple, Dakar a autour de 8 milliards de francs CFA et Kédougou, la plus petite région, a environ 600 millions. Thiès a environ 3 milliards 400 et nous avons la troisième région qui est Saint-Louis qui a 2 milliards 151 millions et Diourbel qui a 1 milliard 934 millions, Fatick 1 milliard 344 millions avec le financement des îles, de la pêche pour 300 millions et Kaffrine a eu plus de 800 millions, Tambacounda 1 milliard 300 millions, Ziguinchor 1 milliard 300 millions, etc., etc. Et pour un nombre total de 180 000 bénéficiaires dans les régions. En plus de cela, il y a les projets multirégions. La FENAF, la Fédération nationale des professionnels du métier de l'habillement, les tailleurs, pour 300 millions de francs CFA, avec un centre d'incubation, mais de l'achat de matériel, de machines à coudre, et le numérique, pour lequel nous avons mis 1 milliard de francs CFA pour la première année. Et dès cette année, en 2019, nous passons à 3 milliards, y compris la construction de notre incubateur. Cela veut dire... Oui, et après cette première année, vous avez la conviction aujourd'hui, Papa Amadou Sarr, que vous êtes connu, très connu au Sénégal. Je parle de l'ADER. Je pense que l'ADER est populaire parce que nous avons eu 360 000 demandes à travers le réseau qu'on a mis en place, et je remercierai au passage les préfets et les gouverneurs et les sous-préfets qui ont été fondamentaux sur la collecte des données, le traitement, mais aussi l'accès à l'information, la vulgarisation, la sensibilisation. Et ça se fait comment d'ailleurs la sensibilisation chez vous? Voilà, nous avons fait le tour du pays 2-3 fois. Nous avons fait des comités régionaux de développement et des comités départementaux de développement avec le préfet, le gouverneur, les autorités administratives, les chefs de services régionaux, les associations, les jeunes, Conseil national de la jeunesse que je remercie au passage, et autres avec qui nous avons des relais pour aller discuter avec les populations, les sensibiliser sur la nature de ces financements qui sont des prêts à rembourser. Et sous forme de prêts revolving. Tu empruntes 500 000, 1 million, tu rembourses, on double la mise. Il y a que, Papa Amadou Sarr, c'est le bémol, qu'il y a une forte, évidemment, proximité politique avec le chef de l'État, une chose qui joue sûrement en votre défaveur. Comment vous gérez ça auprès de l'opinion, auprès des potentiels bénéficiaires de l'ADER? Ce n'est pas un bémol, c'est le chef de l'État, c'est le président de tous les Sénégalais. Mais vous pouviez ne pas être engagé politiquement aussi, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas engagé politiquement. Vous ne m'avez jamais vu dans un parti politique. Mais vous êtes très proche de lui politiquement. On peut être proche. Je vous ai suivi dernièrement au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, par exemple. Qu'est-ce que je lui ai dit? La question que je lui ai posée, c'est que, Monsieur le Président de la République, dites-nous pourquoi nous, jeunes, nous devrions voter pour vous. C'est la question que je lui ai posée. Tout à fait, tout à fait. Si j'étais, comme vous le dites, proche de lui politiquement et que je faisais les choses de façon aveugle, je ne lui aurais pas posé cette question. J'aurais appliqué à la lettre tout ce qu'il me demande de faire. Ce que je fais d'ailleurs. Sauf que le président a un détachement de ce que nous faisons. Il a mis en place un fonds, il m'a mis à la tête, il m'a conféré la gestion technique et financière et je fais un reporting à mon supérieur hiérarchique et on lui rend compte. Aujourd'hui, le président ne me dit pas de financer ses partisans. Le président me dit, monsieur le délégué général, il faut financer tous les jeunes et toutes les femmes de ce pays sans aucune distinction. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs, et tout à notre honneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensaient que ces financements étaient destinés à des financements politiques pour la réélection du président ou militants de l'APR. Mais non, nous avons financé tout le monde. Et quand les gens déposent les demandes de financement, nous ne pouvons pas savoir s'ils font partie de l'APR, du PDS ou des Rewmi. Je l'ai dit. Et les gens m'ont cru. Aujourd'hui, on a les résultats. Quand tu déposes ton dossier, c'est le préfet ou le gouverneur. Tu ne mets pas Ousmane Gueye, membre de l'APR. Tu mets Ousmane Gueye, sénégalais. Tu donnes ta carte nationale d'identité et ton certificat de résidence, point. Je ne peux pas savoir de quel parti politique tu fais partie. Moi, tu ne sais pas de quel parti politique je fais partie, ni de mes collègues. Même le président, il ne sait pas de quel parti politique je fais partie. Donc, ces débats, je pense qu'on l'a assez abordé. Hier, l'Observateur m'en a parlé, le Quotidien. À chaque fois que je passe, on me pose cette question. Mais vraiment, on peut travailler dans ce pays de façon sereine,
sans aucune pression politique. On est une république et la république a ses valeurs et ses principes. Et je crois, le président, comme vous avez dit, dont je suis proche, je vous remercie. Je ne savais pas que j'étais proche de lui, me fait confiance, il me fait travailler et je lui rends compte. Point. Et il n'est jamais arrivé qu'il me donne des instructions allant dans le sens des principes contraires aux valeurs de la République qu'il incarne. On vous croit en fait, Papa Amadou Sarr, mais il y a, et c'est bon de le noter, que ça persiste auprès de l'opinion que vous êtes très proche de lui et que ça peut jouer politiquement. C'est juste une impression qui vient le plus souvent de l'opinion et qui persiste effectivement. D'où ma question de tout à l'heure, comment vous gérez ça? Est-ce que ça ne joue pas en votre défaveur? Qu'est-ce que vous appelez proximité? C'est-à-dire, je suis un délégué général qui travaille pour le président de la République, à qui il donne des instructions écrites ou orales. Et, comme je l'ai dit, le président ne s'immisce pas dans la gestion quotidienne de ce que je fais. Il fixe les priorités, les orientations stratégiques que nous mettons en œuvre dans le cadre d'un plan stratégique que nous avons fait avec Dalberg pour les 5 prochaines années à venir. Et nous avons un manuel de procédure, nous avons un conseil d'orientation et nous finançons selon ces principes qui sont définis sur la base d'une technicité avec une étude que nous avons faite par préalable avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du ministère des Finances, l'ANSD, avec qui nous travaillons pour répartir ces ressources. Maintenant, vraiment, je ne vois pas en quoi être proche de quelqu'un peut influencer sa manière de travailler ou faire ce que l'on ne veut pas faire. Et comme je l'ai dit encore une fois, le chef de l'État, le président Macky Sall, est un républicain. C'est le président de tous les Sénégalais. Il a rappelé hier, dans son discours à la nation, le temps de la politique est terminé. Nous sommes tous appelés à travailler, main dans la main, dans l'unité, parce que c'est lui le patron de tous les Sénégalais. Moi, je suis cela dès le début. Le jour où j'ai été nommé, je l'ai dit à qui de droit et à toutes les personnes qui ont voulu m'influencer, allant dans le sens que vous dites, de prendre en compte ou d'avoir un quota pour les politiques. Il y a eu des pressions? Ben, naturellement. C'est inhérent même au fonctionnement de l'État et de l'administration, même dans le privé. Il y a tout le temps des pressions, des tendances, un peu de favoritisme, bien entendu. Mais quand on est conscient de ce que l'on fait, quand on est sûr de là où on va, et quand on a la confiance de l'autorité qui donne des instructions et qu'on applique à la lettre, je pense qu'il n'y a pas de raison de se faire peur ou de se tromper. Vous avez fait tout à l'heure allusion, Papa Amadou Sarr, à l'adresse du chef de l'État via la presse, naturellement. Nous allons nous inscrire un peu dans cet horizon-là, les 5 prochaines années pour le Sénégal. Quels devraient être les défis pour vous qui êtes, c'est le moins que l'on puisse dire, quelqu'un de très au fait des questions économiques? C'est quoi les défis économiques du Sénégal aujourd'hui concernant nos startups et concernant nos acteurs économiques? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Sénégal, je pense, est aujourd'hui sur une tendance, je dirais, favorable. Dans le sens où nous avons un taux de croissance économique d'en moyenne 6-7% ces 4 dernières années. Et cela se manifeste par la redistribution de ces fruits de la croissance auprès des populations, notamment des projets comme l'ADER, le PIDC, le Promoville, où le président, par une mesure redistributive des gains de cette croissance, a voulu partager ces gains avec les populations les plus démunies, les plus défavorisées et les startups. Je crois que cette tendance va continuer. Le président l'a dit, il va passer de 30 à 100 milliards. Cela veut dire qu'aujourd'hui, avec les perspectives que nous avons de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020, l'objectif, avec aussi les perspectives que nous avons dans le cadre du pétrole et du gaz. Les revenus du Sénégal pourraient être amenés à être doublés ou triplés. Nous aurons plus de capacité de financement de notre économie. Les startups et les entrepreneurs joueront un rôle plus important car l'État ne peut pas créer de l'emploi pour tous les jeunes. Vous êtes sans savoir que chaque année, nous avons environ 100 000 jeunes qui sortent de l'université et des écoles de commerce du Sénégal et qui ont besoin d'entrer dans le marché du travail. Et l'État ne crée pas assez d'emplois pour tous ces jeunes et toutes ces jeunes. Ce n'est pas d'ailleurs la vocation de l'État de créer de l'emploi pour tous ces gens. Mais l'État doit mettre en place l'environnement favorable
propice à l'éclosion du talent, à l'éclosion de l'entrepreneuriat privé, à l'éclosion aussi de tout ce qui est économie créative, économie culturelle. Le président l'a dit, avec la mise en place des 5 initiatives présidentielles qui vont dans le cadre de la jeunesse 2035, l'économie sociale et solidaire, la société numérique du futur, ce qui est aussi l'industrialisation et aussi les villes vertes. Tout cela va nécessiter la création d'emplois. Tout cela va nécessiter de l'investissement massif de capitaux publics et privés. Car il faut dire aussi que l'environnement des affaires au Sénégal est propice maintenant à l'investissement privé. Les FDI, les fonds directs, les investissements directs étrangers. IDE, sont en croissance. Et tout cela va continuer à capitaliser sur l'existant pour créer plus d'emplois, plus de richesses et aussi plus d'équité sociale dans notre pays. Et je suis sûr et certain que le chef de l'État, en visionnaire éclairé, sait que ces 5 dernières années qui lui restent à la tête du Sénégal lui permettront de hisser le Sénégal au sommet. Et après ces 5 dernières années, il aura la possibilité de mettre en place des réformes économiques et sociales volontaristes qui permettront que le Sénégal pourrait être émergent bien avant 2035. L'économie se joue également dans nos écoles de formation. Qu'en est-il de l'offre de formation chez nous, Papa Amadou Sarr? Pour vous qui avez eu sûrement étudié ailleurs, à travailler ailleurs, on en parlait tout à l'heure des États-Unis et de la France. Je pense que l'offre de la formation et ces 5 dernières années ont eu à voir des évolutions fortes avec tous les programmes ambitieux que le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, a mis en place sur l'éducation, les sciences et techniques, les mathématiques, l'informatique, la médecine, etc. Mais aussi les centres de formation professionnelle et technique qui ont été mis en place par le ministère de la formation professionnelle, qui ont professionnalisé davantage les formations que nous avions dans le secteur public. Nous avons besoin de plus de techniciens supérieurs, d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs pour faire face aux défis de développement économique et industriel minier auxquels le Sénégal fait face. Les formations littéraires en sciences sociales, etc., je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, mais doivent aussi être modérées ou tempérées et mettre en place plus de formations à vocation professionnalisante, avec des techniques qui permettront aux jeunes gens d'avoir du métier dès la sortie de l'école. Il faut aussi dire que nous avons beaucoup d'écoles de management. On a ISM, on a IAM, on a BEM, on a Subdeco, etc. Mais j'en parle souvent aux responsables de ces écoles qui doivent aussi intégrer la partie professionnalisante, dans le sens où aujourd'hui le management au sens simple du terme de manager ne suffit pas. Il faut d'abord la technique. Si vous voyez l'exemple que nous avons en France, comme vous dites tout à l'heure, les écoles de commerce prennent le relais d'abord des classes préparatoires aux grandes écoles, des ingénieurs qui sont formés à de la technique, qu'ils passent par mines, centrales ou polytechniques ou autres ponts et chaussées. Et après, ils font un master en management. Je pense que comme le chef de l'État l'a voulu avec le centre de Sébikotane, de l'Institut national du pétrole et du gaz, les centres de formation professionnelle dans toutes les régions, l'université des métiers qui va être créée, je pense, dans la région de Sine Saloum, mais aussi à Tambacounda, à Kédougou, permettra de former les jeunes au métier de l'ingénierie, de la géologie, des mines, du pétrole et du gaz, mais aussi de tout ce qui touche aux travaux routiers, au génie civil, pour pouvoir répondre valablement aux défis de développement auxquels feront face notre jeune nation, qui a tout devant elle pour réussir. Nous avons le plus important, le savoir, des ressources humaines de qualité, bien formées, et il faut d'abord renforcer cette formation d'ailleurs, diminuer les grèves,
permettre aux jeunes... Il y a trop de grèves chez nous? Je pense qu'il y a trop de grèves, à mon avis, au niveau de l'école, aussi bien de l'école que de l'université. Ce n'est pas forcément la faute des élèves seulement, c'est aussi peut-être des deux côtés, élèves ou enseignants, qui pour permettre... Des problèmes structurels sûrement, non? Je pense qu'il faudrait un dialogue permanent, ou définitif d'ailleurs, avec les syndicats, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, pour trouver des solutions durables, une fois pour toutes, sur les questions de revendications salariales, de primes, de conditions de travail, pour permettre vraiment que les études de nos enfants, de nos frères et des sœurs se passent dans de meilleures conditions, qu'ils aient ou qu'elles aient des diplômes de qualité qui leur permettent de travailler sereinement. Parce que aujourd'hui, nous sommes en compétition avec les pays de la sous-région, que ce soit la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays, le Bénin, etc., où les entreprises internationales ou multinationales ont besoin de talents et ils vont recruter là où il y a le talent. Donc on doit favoriser la formation de ces talents à travers nos écoles de commerce, nos universités, nos centres de formation professionnelle technique. En plus de cela, nous devons mettre à disposition des outils à ces jeunes. C'est d'où l'importance de la création de notre centre d'incubation qui va mettre en place tous les outils nécessaires au développement du numérique, de la science, de la technologie, des mathématiques, qui est en train d'être fait déjà dans nos lycées, dans nos écoles, etc. Votre rêve le plus sérieux pour le Sénégal aujourd'hui? Mon rêve le plus sérieux pour le Sénégal, c'est d'être émergent en 2025, avoir assez de ressources financières pour financer tous les projets du chef de l'État, tous les projets structurants en termes de routes, d'autoroutes, d'infrastructures, de rails, jusqu'à Dakar-Bamako en écartement standard, mais aussi de développement de nos régions, je lui dirais. À mon avis, il faudrait qu'on ait un plan Marshall à la sénégalaise pour les 5 prochaines années à venir, mettre en place pour chaque pôle de développement à au moins 300 à 500 milliards par région. Imagine, Ousmane, que pour 2019, vous mettiez dans le budget 300 voire 500 milliards de francs CFA pour le pôle sud, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, en termes d'infrastructure, pour agriculture, aménagement, routes, ponts, assainissement, emploi des jeunes. 2020, tu fais pareil pour la région centre, Kaolack, Kaffrine, Fatick. 2021, tu fais la même chose pour la région Tamba, Kédougou, etc. Et après, tu vas dans la région nord, Saint-Louis, Matam, Podor. En 5 ans, tu auras réglé le problème basique d'investissement public de 2500 voire 3000 milliards de francs CFA avec des entreprises sénégalaises qui vont travailler, la création de valeur, le plein emploi, disons, et aussi la création de richesses sur notre territoire, fait par des entreprises sénégalaises pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. Je souhaite cela, car je pense que nous avons vécu en Europe, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Nous avons vu les conditions de travail dans lesquelles les gens sont, les conditions de vie. Le président a cette vision et cette volonté pour nous. Il nous a apporté un nouvel aéroport international, le TR, les autoroutes, etc., etc. Il y a de cela 10 ans, personne n'y pensait, ou les gens pensaient que c'était un rêve quand le président Abdelawad parlait du tramway. Aujourd'hui, c'est une réalité. On y est. On y est. Et demain, c'est pourquoi je disais, quand on va mettre en place notre Innovation Center, on n'aura plus besoin d'aller à la Silicon Valley en Californie. On va ici à Mermoz Valley et on va trouver tout ce dont on a besoin. Papa Amadou Sarr, un potentiel ministre? Je ne suis pas intéressé par un titre. Directeur général, ministre, Premier ministre, c'est Dieu qui décide. Et le président de la République. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler. C'est d'avoir... Peu importe la fonction. Peu importe la fonction. Servir le Sénégal. Servir le Sénégal, avoir des ressources, avoir une équipe, avoir la vision, me laisser travailler. C'est ce qui m'importe. Merci beaucoup, Papa Amadou Sarr. Merci Ousmane. Et je vous remercie et j'encourage et je félicite ITV et iRadio pour la volonté que vous avez à créer. C'est une start-up aussi. Peut-être que vous devrez venir nous voir pour voir comment on vous accompagne. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Interview exclusive faite, enregistrée à l'occasion de la journée internationale de la femme. On célèbre la femme ce 8 mars et sûrement tout au long de ce mois de mars. Merci infiniment de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous
très bientôt, Inch'Allah. Excellent dimanche à toutes et à tous.